Bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue au SIDO. Situation un peu particulière. Donc on doit rester masqué pour notre conférence. On va essayer de rester intelligible. Merci de votre présence, merci à ceux qui sont en ligne. Il y aura la possibilité de poser des questions en ligne et Laetitia nous aidera à les prendre sur la fin de la conférence. Et donc notre conférence aujourd'hui, c'est sur l'IA dans les usines. Donc moi je suis Gilles Ducrest, j'ai en charge l'industrie 4.0 chez Microsoft. Et je suis accompagné de Sylvain Girard et Margot Caudin, que je laisse se présenter. Bonjour à tous, Sylvain Girard, je travaille chez Ager Group, qui est une entreprise de souche franco-allemande spécialisée dans les équipements électriques. Donc nous sommes en gros concurrents de ABB, Legrand, Schneider, Siemens dans le désordre. Et je dirige un centre de compétences transversales au groupe qui s'appelle le Centre d'excellence de la donnée. Bonjour à tous, Margot Caudin, je travaille avec Zaki Snellit en tant que référente data et ça fait maintenant 2 ans que je travaille avec Ager et donc les équipes de Sylvain Girard sur tous les sujets data, intelligence artificielle et tout ce qui va avec. Voilà, et donc ce qu'on vous propose lors de cette conférence, c'est de vous présenter très concrètement ce qu'on fait donc, depuis ces 2-3 années où on travaille tous les trois ensemble sur ces projets d'IA dans l'usine. Et pour commencer, on va vous présenter un peu sur notre point de vue de ce qui est en train de se passer dans l'industrie sur les sujets autour de l'IA. Et donc pour ma part, pour suivre les sujets au niveau France et avec notre corporation au niveau monde, il y a 2 éléments majeurs que je voudrais partager avec vous. Le premier, c'est le rapport du World Economic Forum qui a été émis en janvier 2020 et donc de cette année, et qui montre combien l'industrie 4.0 est capable de montrer des bénéfices réels avec des gains opérationnels qui ne sont pas de l'ordre de 2-3%, mais qui sont dans les 20, 30, 40% sur des sujets autour de la qualité, autour des défauts, autour de l'organisation des tâches, etc., etc. Donc c'est une analyse en fait qui suit une 60aine d'entreprises depuis 2-3 ans. Et donc le constat à janvier, c'est que le pli de l'industrie 4.0 a maintenant réellement été pris avec des gains très importants. Et ces entreprises qui ont été capables de démarrer dans cette voie-là, ils commencent à en tirer des bénéfices très très importants. Le deuxième élément majeur, c'est la crise du Covid par laquelle on est passé et on continue à la subir, pour lequel le numérique a aidé énormément les entreprises en général, et sur 4 piliers en particulier. Le premier, c'était le travail à distance. Donc c'est la mise en place du travail à distance pour le plus grand nombre, et y compris dans les usines. Ça a été des petites solutions comme être capable de lancer son imprimante 3D depuis la maison plutôt que d'avoir à aller sur l'usine. Le deuxième, ça a été sur tout ce qui était supply, être capable d'avoir la visibilité de la supply à distance, et en particulier s'affranchir des cas classiques d'une feuille Excel qui suit la supply sur le PC d'une personne qui n'est pas dispo. Ben, le Covid a accéléré ces cas d'usage pour rendre l'information en fait disponible pour tout le monde et à n'importe quel moment. Le troisième pilier, ça a été sur la partie opérationnelle, donc la capacité de voir ce qui se passe dans la production de l'usine à distance. Donc les mêmes principes, c'est sortir l'information de là où elle se trouve pour la rendre disponible à tout le monde. Et le quatrième pilier, ça a été l'automatisation de petits process. Donc par exemple, des bons de livraison. Et avec un petit peu d'IA, on est capable de prendre en photo le bon de livraison, de le rentrer dans les systèmes automatiquement et d'avoir la validation à distance. Ça a été la possibilité de monter des petits business process sur de l'automatisation pour aller chercher de l'approvisionnement automatique. Voilà. Donc ces 2 éléments-là vous montrent que l'industrie 4.0, c'est une réalité aujourd'hui, avec des gains qui sont très importants, que dans la situation actuelle, ça s'accélère même. Et donc c'est vraiment la question à se poser, c'est pourquoi ne pas y aller plutôt que de se dire j'attends encore. Ça, c'est le point de vue un peu global sur l'industrie 4.0. Sylvain, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu vois de ton point de vue chez Ager ? Oui, absolument. Donc j'essaie d'être très concret dans les exemples d'implémentation d'intelligence artificielle qu'on fait dans notre groupe. Alors pour vous situer, groupe industriel de un peu plus de 2 milliards de chiffre d'affaires, on a une 20aine d'usines. Et donc j'ai focalisé sur les usines puisque c'est l'objet de la présentation. Et je vais commencer surtout par dire qu'un projet AI, si on veut le rendre concret et sérieux, c'est un projet de transformation d'entreprise comme un autre. Et comme tout projet de transformation d'entreprise, dans un groupe comme le nôtre, c'est 70% de change management et 30% de technique, seulement j'allais dire.
Donc je vais me focaliser moi dans mes 10 minutes sur la partie transformation et je laisserai le soin à Margot de détailler ensuite la partie technique, brique Azure. Voilà. Donc si vous voulez entendre parler de ça, c'est plutôt après moi. Moi je vous parle vraiment de la partie mise en place du contexte qui va faciliter l'éclosion de l'AI dans des groupes comme le nôtre. Parce que vous pouvez faire un très beau POC avec un très bel algo, vous allez voir le patron de la prod, lui il est mesuré sur un indicateur qui est sa productivité, la réduction des risques, que les produits sortent à temps, et vous allez avoir un pétard mouillé. Si vous faites un très bel algo et vous allez le voir, vous aurez un gros pétard mouillé. Donc il faut anticiper cela, et il y a plusieurs actions que nous avons prises, nous, que je vais vous détailler pour justement rendre les choses plus simples. Donc quand on parle de transfo, pour moi, il y a deux sujets, c'est l'organisation d'entreprise qu'on met en place, et puis il y a la proximité métier. Donc c'est ça que je vais développer. S'agissant d'organisation d'entreprise, on part d'un vécu d'acteurs industriels, et on n'est pas les seuls, où vous aviez beaucoup de silos. Donc j'ai reparlé du désilotage, mais on est vraiment dans ce cadre-là, où l'informatique industrielle dépendait de la partie manufacturing, la partie ERP, puisque vous avez aussi des ERP en entreprise, comme certains d'entre vous le savez, qui dépendait d'une autre fonction. La partie Digital Factory, qui était en charge des front-end d'applications, dépendait encore d'une troisième personne. Donc ce qu'on a cherché à faire, c'est véritablement, il y a 2 ans, de mettre l'ensemble des fonctions techniques hors engineering du groupe sous un seul et même chapeau. Donc on n'est pas dans une DSI chez Hager, on est dans un pôle qu'on a appelé Digital and Information, qui, pour le résumer, regroupe en gros toutes les fonctions traditionnelles d'une IT corporate, c'est-à-dire la partie ERP, la partie Digital Workplace, la partie réseau. Mais on y a accolé, en plus de cela, la partie informatique industrielle. Donc mon collègue de l'informatique industrielle, il ne dépend plus du patron de la prod, il dépend de cette personne qui chapeaute ce pôle Digital and Information. La partie Digital Factory, alors chez nous, il faut le comprendre comme étant l'entité qui fait les front-end de sites web ou d'applis mobiles. Et puis le pôle data que je dirige. Donc ça a permis quelque part de casser des silos, en tout cas en termes de collaboration, puisque un projet AI qu'on va mener en usine, ça appelle de l'algorithmie, ça appelle de la tuyauterie à brancher dans les usines, ça appelle de la connectivité à tous les systèmes ERP d'entreprise, et que d'une façon ou d'une autre, il faut faire causer tout ça. Donc le premier volet, c'était ça, et ça a été très, très bénéfique. Le deuxième volet d'organisation, c'est mon pôle qu'on a créé il y a 2 ans également, qui est un centre de compétences data transverse, qui chez nous, en fait, s'occupe de l'ensemble de la chaîne de la donnée. On va, alors bien sûr la partie visible, et c'est ce qu'on décrit aujourd'hui, qui sont les cas d'usage, qu'ils soient d'intelligence artificielle ou de reporting dynamique, analytics ou dashboard, vous l'appelez comme vous voulez. Mais tout ça finalement, c'est la partie visible de l'iceberg, c'est que 20% de la chaîne, parce que vous avez 80% du boulot qui n'est pas visible et qui est structurant, qui consiste à, pour avoir des données disponibles pour entraîner l'algorithme ou pour le mettre sous forme de rapport, il faut que ces données d'abord elles soient exposées convenablement, il faut qu'elles soient stockées à un coût raisonnable, et quand on y prend garde, on peut avoir un ratio de 1 à 7 entre le coût de stockage, c'est ce qu'on a calculé chez nous. Il faut que ces données stockées, elles soient ensuite collectées convenablement et qu'elles aient été standardisées d'une manière simple. Et je tiens à dire qu'effectivement, on envoie des robots sur Mars, mais on n'a toujours pas réglé les problèmes de langage commun en entreprise et de standardisation. Dans cette salle-là, certaines personnes vont décider d'appeler ce sur quoi vous êtes assis siège, les autres fauteuils. Donc si un patron d'usine décide d'avoir des sièges et l'autre un fauteuil, je vous passe les détails comme strapontin, à coudoir ou pas. Comment voulez-vous, à un moment donné, même s'il y a des systèmes intermédiaires de réconciliation, avoir un travail pré-mâché tout en haut, quand il s'agit de faire la prévision de remplissage de cette salle, par exemple. Donc on a intégré cet ensemble de cette chaîne chez moi, qui permet d'avoir la complétude de la valeur. Donc ça, c'est le premier volet, organisation. Et le deuxième volet, c'est, en termes de transformation, et ce projet de transfo, c'est la partie métier et la bonne connaissance intrinsèque du métier. Et ce qu'on a fait également dans ce département DNI, Digital Information, c'est en plus d'être responsable chacun d'une fonction, que je vous ai décrit, hein, les fonctions, les entreprises, les centres de compétences, SAP, data, etc., c'est que chacun d'entre nous, par ailleurs, on est un peu le compte manager, le responsable de compte d'une fonction interne. Donc moi, par exemple, en plus d'être le patron de cette data factory, c'est comme ça qu'on l'appelle chez nous, j'ai en charge la connaissance métier du département stratégie et innovation. Ça veut dire que mon collègue stratégie et innovation, quand il a un problème d'Office 365, je sais de quoi il parle et je suis informé. En plus de mon vertical data pour lequel je couvre l'ensemble du groupe.
Et ça permet d'avoir une meilleure connaissance de ce que font nos fonctions internes qu'on sert. Hein. Donc, on parle de l'usine aujourd'hui, mais on traite de la même façon les gens en finance, en supply chain, en vente et marketing, en R&D, etc. Et ça crée un lien de confiance, en tout cas, et une meilleure connaissance de ce que font les gens dans la fonction pour ensuite anticiper. Et j'en parle parce qu'encore une fois, quand vous êtes dans un contexte d'usine, le patron de l'usine, il ne se laisse pas compter fleurette, il veut des gens qui savent exactement de quoi il parle, il ne va pas s'amuser à arrêter sa prod pour rien. Le concept de jumeau numérique, digital twin, qui sert effectivement à lever cet écueil en promettant qu'on va pouvoir mettre en prod ce dont on est sûr et ce qu'on a vidé virtuellement, pour l'instant, je ne le vois pas, en tout cas chez nous, opérationnalisé, parce qu'il y a encore toute une acculturation à faire qui n'est pas là. Pour autant, il faut avancer, et c'est ce qu'on fait sur différents projets. Et donc, une fois que je vous ai parlé de ce socle de transformation, on a choisi, nous, donc de ne pas seulement faire des POC, hein, on ne cherche pas à faire des maquettes et des bacs à sable, on cherche à faire vraiment des choses qui sont intégrées dans les process de l'usine. Et en particulier, on va détailler avec Margot des cas d'usage qui sont des cas d'usage temps réel. On n'est pas sur d'algorithmie de prédiction de machines ou autres. Ils peuvent être des satellites qui vivent leur vie et finalement c'est un peu la même techno pour ça que pour les prévisions de vente. On est vraiment sur l'intégration de systèmes hardware, software dans les usines qui ont des temps de latence de moins d'une seconde pour faire de la détection par exemple de défauts. Ça fait un des cas d'usage dont on va parler. Qui font de la reconnaissance automatisée de pièces détachées de machines pour éviter les temps d'arrêt de production trop longs. Et parce que quand vous avez 50 machines dans une usine, avec chacune 20, 200 pièces détachées, vous avez parfois des cabinets de 10 000 pièces détachées. Et quand on n'est pas un vieux de la vieille et qu'on ne sait pas dans quel tiroir aller le chercher, on a choisi de développer effectivement une appli automatisée qui reconnaît à la volée la pièce et où aller le chercher immédiatement, de façon à ce que la machine redémarre directement. Et puis un troisième cas qui est d'une façon générale une plateforme de collecte de la donnée au sens large, et je crois que c'est par ça que tu vas commencer Margot, qui vise justement à collecter toute cette information qu'on glane au travers des équipements. Alors que ce soit des nouveaux équipements, effectivement c'est quand même plus simple d'installer une nouvelle machine qui est un peu au goût du jour, qui a déjà des standards ISO recommandés de mise en forme des données. Pour autant, on a quand même beaucoup de machines anciennes, et là, il s'agit de les instrumenter ad hoc. Et là, il s'agit également d'être créatif sur les hardware qu'on met en place, de façon à collecter tout un tas d'informations, soit des time series, pour ceux qui comprennent mon terme, ou bien des logs, de façon à pouvoir ensuite traiter ces informations. Voilà, donc je voulais vraiment insister sur cet aspect transfo, et c'est ce qui fait, selon moi, ça fait 3 ans et demi que je suis chez Hager, la différence entre la première année où j'ai essayé d'époque, avec un peu ma culture, ancien start-upper, et je sentais bien que ça ne prenait pas. Et puis là maintenant, où les gens vraiment nous écoutent sur des projets et des usines qui sont critiques, c'est parce qu'on a pris le temps effectivement de s'organiser en interne sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'un projet, et c'est pas que de l'AI, c'est pas que de l'algorithmie, encore une fois, c'est de l'intégration hardware-software, de l'intégration dans les systèmes existants, avec des gens qui connaissent bien le métier de nos clients, en l'occurrence la value chain ou les usines, qu'ensuite on peut plus facilement exposer nos POC et nos plateformes techniques, dont Margot va vous donner le détail à présent. Ok, merci Sylvain. Donc effectivement, moi je vais commencer à parler de quelque chose, c'est la data platform, parce que pour moi on ne fait pas un projet d'intelligence artificielle sans avoir des données qui sont proprement organisées, qui sont de bonne qualité et qui sont bien sûr modélisées. Donc on a commencé il y a 2 ans maintenant à travailler donc, sur ces plateformes de données. C'est un vrai challenge parce qu'il faut croiser la technique, les métiers, les processus. En usine, tout le monde n'est pas forcément d'accord. On ne sait pas, il y a beaucoup de questions qui se posent. Et en plus de ça, nos données elles sont souvent stockées dans des sources qui sont fondamentalement différentes. On va avoir les données qui proviennent des machines, donc c'est celles qu'on a déjà commencé à remonter depuis quelques temps. Et on va avoir les données qui proviennent de systèmes comme SAP. C'est, comme l'a expliqué Sylvain, des données qui sont en propriété de différentes personnes. Donc on a plusieurs formats de données, on va avoir des labels qui vont être différents en fonction du métier à qui ça parle, mais qui voudront dire la même chose. Donc notre but, c'est vraiment de réussir à croiser ces données-là pour vraiment donner du sens. Parce que pour calculer un indicateur industriel, on a besoin de ces données pluridisciplinaires.
Donc pour un OI, on va avoir besoin des données qui remontent de la machine, c'est-à-dire quand est-ce que la machine a été arrêtée, quand est-ce qu'on a eu un problème sur la machine, mais on va aussi avoir besoin de données qui remontent de SAP pour connaître par exemple les temps de pause des ouvriers, des choses comme ça. Donc ça a été notre premier challenge qui commence à se concrétiser. Donc on a passé beaucoup de temps avec les industriels à échanger sur leur façon de travailler pour vraiment comprendre leur processus et avoir donc une plateforme de données qui soit la plus représentative de tous les métiers de Eger. Voilà, c'était notre premier cas d'usage. Ensuite, donc, si on pourrait parler technique, hein, on a bien sûr utilisé tout ça, toutes nos données sont stockées sur le cloud maintenant, bien sûr. Donc, on a utilisé pour transférer ces données des modules des ressources telles que Azure Data Factory qui permettent de faire des transferts de données conséquents et dans des temps qui sont très raisonnables. On stocke ça sur des bases SQL Azure si on n'a pas trop de volumétrie, et puis après on part sur des data warehouse, etc. Sur le deuxième cas d'usage sur lequel on a beaucoup travaillé, donc là c'est venu, donc Sylvain vous en a un petit peu parlé, c'est venu donc des industriels eux-mêmes qui passaient beaucoup de temps à essayer de retrouver la référence de leurs pièces. Donc on parle de milliers de pièces, hein, je pense, différentes, qui ont toutes un petit nom particulier. Elles sont très petites, elles font moins d'1 centimètre. Et donc les opérateurs perdent énormément de temps à essayer de retrouver la référence de ces pièces. Donc nous, ce qu'on a mis en place, c'est une application avec Power Apps. Pour ceux qui ne connaissent pas Power Apps, c'est disons une application qui permet de créer des applications sans faire trop de code ou très peu, avec des briques qui sont donc déjà installées, des appareils photo à disposition. On n'a pas besoin de faire de développement ou d'être vraiment développeur pour réussir à mettre en place cette application. Donc on a créé une application Power Apps qui s'appuie sur un modèle de service cognitif, Custom Vision, pour ceux à qui ça parle. Donc ces modèles-là, c'est donc aussi une ressource Azure. Cette ressource, c'est la modélisation, c'est le mode, comment dire, pardon. C'est un module qui va simplement qui va être pré-entraîné pour arriver à reconnaître des objets, qu'on entraîne sur les objets spécifiques à reconnaître. C'est le même type de module qu'on va entraîner pour reconnaître aussi du texte sur une image. Et donc ça va être des modules qui vont être pré-construits, qui vont être mis à disposition des projets, et typiquement là dans le projet que Margot explique. Merci. Et donc, grâce à ce module, on a donc récupéré une dizaine de photos par pièce qu'on a demandé de faire donc aux opérateurs. De ces 10 photos, on les a donc intégrées dans notre application de Custom Vision. Et on a entraîné le modèle avec le modèle qui était déjà pré-entraîné, donc Microsoft, pour en avoir des bons résultats. Et donc, le résultat, c'est quoi? C'est donc un opérateur qui a une pièce qu'il ne connaît pas. Avec son application Power Apps, il la prend en photo, et de ça, la photo est envoyée à ce service cognitif, et de ce service cognitif, on nous est renvoyé le résultat de la meilleure des prédictions, c'est-à-dire qu'il va aller chercher dans ces 1000 pièces la pièce qui ressemble le plus à celle qui a été prise en photo, et donc on a des résultats qui sont très bons parce qu'on est à plus de 99% de taux de bonne prédiction. Donc c'est très, très encourageant. Et maintenant qu'on a passé la phase de POC, on peut passer cette application en production. Cette application, elle nous a concrètement demandé en technique uniquement une 30aine de jours. Donc en 30 jours, on arrive maintenant à fournir donc, aux opérateurs, aux industriels, un outil qui utilise des modèles d'intelligence artificielle utiles et donc peu coûteux. Donc ça, c'était le deuxième cas d'usage. Et sur le troisième cas d'usage, donc là, Sylvain vous en a un petit peu parlé. Donc il s'agit de reconnaître des défauts en temps réel sur la ligne de production. Donc pour ça, les équipes de Sylvain, qui a des data scientists, ont créé un modèle de données sur lequel je ne vais pas passer trop de temps à vous expliquer. Et nous, notre objectif, ça a été d'intégrer ce modèle de données, de faire tourner ce modèle de données en presque temps réel sur les machines.
Donc on est passé par quoi? On est passé donc par IoT Edge, bien sûr. C'est donc déplacer la puissance et la force de ce qu'on a sur Azure au plus près de la machine. Et donc au plus près de la machine, et c'est l'objectif de IoT Edge pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment voilà, de déplacer cette puissance de calcul. Suite à ça, donc l'objectif a été de faire tourner ce modèle. Donc ce modèle a tourné, on a des caméras qui prennent des photos toutes les secondes sur la ligne de production. Ces photos sont envoyées directement au modèle grâce à l'IoT Edge, bien sûr. Donc tout se passe en local, hein. Le modèle donc exécute, travaille sur l'image et nous renvoie en moins d'une seconde si la pièce est en défaut ou pas de défaut. La deuxième phase, c'est donc de faire comprendre à la machine qu'il faut qu'elle agisse après avoir détecté le défaut et donc de mener une action. C'est-à-dire si la pièce est mauvaise, si le modèle nous renvoie l'information que la pièce est mauvaise, on la met dans un bac de pièces mauvaises à vérifier par les opérateurs. Et dans un troisième temps, ce qui est important aussi pour donc l'opérateur, c'est de visualiser en temps réel ce qui se passe sur sa ligne de production, parce que quand une machine jette une pièce, on ne s'en rend pas forcément compte. Là, on met en place des écrans qui vont venir indiquer s'il y a le nombre de pièces qui ont été rejetées, si une pièce vraiment nécessite d'être vérifiée, parce que le modèle a des taux de prédiction qui sont douteux, disons. Voilà, c'est l'objectif de ce troisième use case. On a un dernier use case sur l'OCR pour la traçabilité. C'est vrai, on a aussi ces use cases-là. Donc, on est en train de réfléchir à faire un POC en ce moment pour réussir à tracer nos produits du moment où on reçoit la matière première jusqu'à la création du produit fini. Et donc ça, c'est peut-être un projet, je ne sais pas si tu veux en parler de la traçabilité ou je parle juste de la première brique. Oui, non, effectivement, l'industrie 4.0, ça revêt notamment la notion de traçabilité. C'est comment on sort les infos de l'usine pour les donner aux clients, par exemple, qui soient informés de là où se trouve l'état de sa prod. Donc, c'est tout un sujet dans les value chain actuellement d'améliorer cette traçabilité. Et c'est vrai que les technos d'OCR deviennent à un coût attractif pour justifier d'un cas d'usage de déploiement dans ce type d'application, oui, absolument. Et donc ce qu'on a mis en place techniquement, c'est un peu la même chose que ce que je vous expliquais pour le deuxième cas d'usage. Donc on va aussi utiliser un service cognitif, mais celui-ci c'est Form Recognizer qui vient faire de l'OCR pour reconnaître donc textuellement ce qu'il y a écrit sur un document, par exemple. Et donc on a aussi mis en place, on souhaite aussi mettre en place une Power Apps qui va venir permettre à l'utilisateur de prendre en photo à l'arrivée du produit le code barre, par exemple. Et donc l'OCR viendra lui détecter le code barre en lui-même pour ensuite l'intégrer dans la base de données des livraisons, des bons de réception, etc. Donc on a tout qui est interconnecté. On va avoir à la fois donc Power Apps qui permet de faire le travail visuel, disons. Ensuite, on va avoir le modèle de Form Recognizer qui, lui, va réussir donc avec, bien comme je l'ai expliqué tout à l'heure, un apprentissage où on va lui faire apprendre des numéros de bons de commande. C'est sous ce format-là. Donc on lui donne une vingtaine de bons de livraison à apprendre pour qu'ensuite il puisse les reconnaître et qu'il sache à quel endroit aller chercher son information. Et donc suite à ça, on a bien sûr la base de données cloud qui est connectée. Et maintenant, le challenge, ça va être de se dire, est-ce que toutes ces informations qu'on a déposées sur Azure, est-ce qu'on peut bel et bien retransmettre l'information à SAP sans que personne n'ait besoin de saisir quoi que ce soit à la main. Donc effectivement, une fois encore avec Data Factory qui a des connecteurs dédiés, on peut intégrer ces données sur SAP. Voilà. Super, bah écoute, merci. Et donc, si on essaie de tirer un petit peu les leçons apprises de ces expériences qu'on a en commun, pour ma part, c'est vraiment de se dire qu'il faut démarrer cette transformation par des petits projets très concrets, en impliquant les métiers. Et ça, Sylvain l'a bien mentionné. Parce qu'aujourd'hui, la technologie sait tout faire. Margot vous a parlé de certains services et fonctionnalités dans Azure. Il y a 600 nouveaux services par an sur Azure. Ça sera la détection visuelle, ça sera la détection de texte, ça sera n'importe quoi. Ça va très très vite. Donc la techno saura tout faire. Donc il faut vraiment se concentrer sur les cas d'usage avec les métiers pour se concentrer sur les cas d'usage à valeur industrielle. Et ensuite penser l'implémentation de ces cas d'usage
en voyant grand, c'est-à-dire en voyant en particulier deux piliers principaux qui est un, organisationnel, c'est pour ça que je me tournais vers Sylvain, c'est-à-dire que mettre en place ce use case métier, il faut penser aussi à l'organisation qui va le supporter et qui va en permettre l'adoption dans les usines. Et de l'environnement technologique, de construire un environnement technologique qui ne va pas être à refaire à chaque fois, mais qui va vraiment pouvoir héberger ces nouveaux cas d'usage à un coût incrémental faible. Et c'est ça qui va permettre l'industrialisation de tous ces cas d'usage qui vont arriver. Parce qu'effectivement, l'agilité, elle est au cœur de ce qui est en train de se passer dans l'industrie 4.0. En ce moment, nous, on est en train de travailler sur des systèmes autonomes, résilients, où ça va être les opérateurs qui vont apprendre à la machine à réagir quand une pièce est mal placée, par exemple. Plutôt que la production s'arrête, la machine va ensuite pouvoir réagir par rapport à tout ça. Et ça demande un autre modèle d'IA, du deep learning, etc., etc. Et donc cette agilité, elle est critique. Et c'est ça qui permettra aux industriels d'aller de l'avant et de tirer tous les bénéfices. Et le deuxième élément important pour accompagner ce mouvement, c'est la formation. Et tu en as aussi un petit peu parlé, Sylvain, tu reviendras sans doute. Nous, on a monté en particulier trois écoles, on va dire, de formation sur l'IA pour accompagner nos clients et l'industrie. C'est un autour de l'AI Business School, donc tout ce qui est notion de comment est-ce que l'IA peut changer les business models, comment ça peut contribuer à créer des nouveaux services, etc. Deux, l'IA pour les ingénieurs. Comment est-ce que les ingénieurs peuvent s'emparer de ce nouvel outil d'IA et passer de la macro Excel au module d'IA qu'ils peuvent mettre dans leur processus à eux. Et troisième point, on n'a pas oublié la partie opérateur usine. Et donc on a maintenant une formation certifiante pour les opérateurs usines, pour leur permettre d'appréhender ce qui est en train d'arriver dans leurs usines et de complètement se l'approprier et d'être capable d'utiliser ces outils d'IA comme des nouveaux outils d'aide à la décision dans ce qu'ils auront à faire dans leur quotidien de les usines. Je n'aurais pas dit mieux, cher Gilles. Non, je pense que c'est d'abord effectivement une affaire d'humain. Vous avez vu, j'ai insisté sur cet aspect-là. C'est la connaissance des métiers. Alors, c'est peut-être tarte à la crème ce que je vais dire, mais il faut des gens motivés. Vous pouvez faire aussi, j'ai eu le cas, des super projets, mais bon, les gens n'ont décidément pas envie d'y aller et c'est pas la peine d'insister. Je pense que la meilleure façon, c'est de maintenir de toute façon une matrice sur les axes priorité pour l'entreprise et capacité à faire. Ça vous donne globalement la liste d'époques et comment les situer. Et puis ensuite, d'aller voir les gens qui sont les plus motivés pour les faire. Le deuxième point, c'est la tuyauterie. Parce qu'effectivement, pas d'IA sans données, collecter, standardiser, nettoyer, exposer comme il faut. Donc insister vraiment pour mettre en place ce socle fondamental, au-delà des projets, des quick wins ou des premiers projets à faire. Si on veut qu'il y ait une vraie vague de fonds qui arrive derrière, il faut poser les fondations. Cette tuyauterie, c'est important. L'aspect acculturation. Dans mon équipe, j'ai une personne qui est dédiée à ce qu'on appelle aujourd'hui la data démocratisation en anglais, qui consiste, ou que nous, on opérationnalise chez nous dans deux choses. Un, c'est des communautés de gens qui se rencontrent et qui apprennent ce que l'un fait par rapport à l'autre, de façon à ce que chacun ait conscience que lorsqu'il transforme ou crée une donnée, il ait conscience de l'impact chez les voisins. On ne s'amuse pas à changer sur des dimensions de produits parce qu'on a décidé que la dimension la plus grande, c'était celle qui était horizontale. Et donc on rentre le champ SAP L1, la plus grande dimension. Derrière ça, celui qui fait la palette qui part en Australie, il se retrouve avec un gruyère. Donc il faut qu'on ait conscience que non, on ne s'amuse pas à changer des règles qui ont été posées. Donc c'est un côté responsabilisant. Et pour ça, je n'ai pas vu mieux que de faire discuter les gens entre eux pour parler de leur vie au quotidien. Donc c'est pour mettre de l'efficience, on va dire, dans ce qui existe. Et puis l'autre aspect, tu l'as mentionné dans cette partie acculturation ou démocratisation de la donnée, c'est la partie formation. Parce qu'effectivement, on parle depuis maintenant 4-5 ans d'outils de self-service BI, comme Power BI par exemple chez Microsoft. Donc la capacité pour un analyste à avoir de plus en plus dans les mains des outils qui prémâchent le boulot que fait un data scientist chevronné. La même chose, la même figure est en train de se produire sur les outils d'intelligence artificielle. Donc le bénéfice étant qu'on ne pourrait jamais de toute façon vous passer de gens très techniques comme mes deux interlocuteurs d'aujourd'hui. Pour autant, ça permet de mieux sentir ou d'intuiter pour ces gens-là du métier ce qu'ils peuvent en faire. Donc c'est le deuxième aspect, la tuyauterie. Et puis oui, le troisième point, c'est la connaissance métier, effectivement. Qui est importante, surtout dans ce contexte d'usine, puisqu'on est vraiment sur des gens qui sont mesurés à la productivité. Et il faut bien comprendre ce que cela revêt.
par rapport à un département vente marketing, par exemple, qui est moins en prise avec ce sujet, en tout cas d'arrêter ce qu'il fait au péril de son boulot. Bon, bah, moi, je passe la troisième. J'ai plus ou moins les mêmes idées que vous. Effectivement, hein, moi, ce que vraiment que je note qui est très important, c'est de bien respecter le chemin de la donnée de bout en bout avant de vouloir faire des grands projets d'intelligence artificielle. Donc, on commence peut-être petit au début, mais c'est structurant et ça nous servira pour plus tard. On voit beaucoup de projets où on a effectivement beaucoup de données, mais elles sont dans tous les sens, elles ne sont pas organisées, pas modélisées, et les gens ont tendance à pas forcément comprendre pourquoi on n'arrive pas à en sortir de la valeur directement. Et c'est vrai qu'il faut savoir prendre le temps aussi d'aller vers ces sujets d'intelligence artificielle, et donc prendre le temps de modéliser, prendre le temps de comprendre le métier, effectivement, bien comprendre d'où est-ce qu'on part exactement, comment ils ont l'habitude de travailler, leur montrer que ça va pas remplacer leur travail, mais bien les accompagner, les aider. C'est vraiment quelque chose qui je note, dans mon expérience, a été très importante. Donc les impliquer forcément et respecter toujours leur façon de travailler concrètement. Il ne faut pas que ça vienne entraver. Pardon. Il ne faut pas créer un outil ou une intelligence artificielle qui vienne entraver leur métier, sinon ça ne marchera pas, ça ne sera pas adopté, et donc on créera des choses qui tomberont dans les oubliettes. C'est la seule chose que je vois à rajouter à ce que vous avez dit maintenant. Je viens de la donner, c'est très bien. Tu as bien raison. Écoutez, voilà, donc ça fait à peu près le tour des messages qu'on trouvait intéressants de vous faire passer. Est-ce que vous avez peut-être des questions dans la salle ou des questions en ligne ? Oui, il y a une première question en ligne. Connaissez-vous des entreprises à l'heure d'aujourd'hui dont l'usine est totalement digitalisée grâce aux services dont vous avez parlé, ou une industrie référente ? Donc, une usine totalement digitalisée, pas forcément, parce que l'ensemble des industriels ont un passif, et c'est ça qui est intéressant, c'est construire avec nos technologies en intégrant le passif pour accéder à de l'efficacité opérationnelle sur l'existant. En revanche, ce qui a été assez extraordinaire, ça a été lors de la crise du Covid, j'en parlais tout à l'heure, où de toutes pièces, on a monté, en fait, avec 6 industriels différents, une usine de production de respirateurs artificiels qui était capable de produire plus de 2000 respirateurs par semaine en moins de 6 semaines. Et ça a demandé énormément l'usage du numérique, parce qu'en fait, c'était des industriels donc, de l'aéronautique et de la santé qui ne se parlaient pas. Et grâce au numérique, on a réussi à faire en sorte qu'ils se parlent, et qu'ils se parlent de manière hyper rapide et hyper agile. Donc ça a été des systèmes de design avec du PLM et du CAD qui a été partagé. Ça a été des systèmes d'ERP qui ont été partagés. Ça a été des systèmes de collaboratifs avec Teams, que vous connaissez sans doute vous aussi parce que vous l'utilisez au quotidien. Et c'est vraiment ces technologies-là qui ont permis à l'information de circuler beaucoup plus vite, aux décisions de se prendre beaucoup plus rapidement. Au final, ça a été aussi d'ailleurs le digital utilisé pour la formation des ouvriers qui ont dû faire le montage. Parce qu'un ouvrier d'une usine d'aéronautique ne savait pas monter un respirateur, un ventilateur. Il a dû être entraîné à distance avec HoloLens par un des opérateurs de l'usine de fabrication de l'industriel de la santé. Donc ça, c'est typiquement un exemple d'une production faite 100% digitale et qui a montré des gains extraordinaires. Je peux compléter sur la question. Oui, vous m'entendez ? On a une usine chez nous qui est quasiment toute robotisée. Alors je fais attention au terme, robotisée dans le sens où vous avez des cages et dedans les robots travaillent tout seuls. C'est une usine qui fabrique des tableaux électriques pour notre marché allemand. Il y a 3 personnes et tout le reste c'est des robots avec des bras articulés qui bougent les choses de droite à gauche. Ça existe depuis 20 ans maintenant. C'est le premier pas de la digitalisation. Ce qui serait vraiment digitalisé, ce serait d'enlever des cages. Parce qu'aujourd'hui ces robots, ils sont complètement aveugles et sourds, et si vous trouvez sur le passage du bras, vous risquez d'avoir très mal. Donc effectivement, une des révolutions de l'AI, pour moi c'est pas tant que ça la techno, parce que finalement c'est les technos qui existaient dans des industries comme l'armée ou la météo depuis très longtemps, mais c'est cette captation du réel, donc en l'occurrence la partie visuelle et la partie sonore, qui maintenant deviennent à un coût accessible pour des cas d'usage d'entreprise. Si j'avais le budget de l'armée, j'aurais fait des choses magnifiques déjà depuis très longtemps, sauf que personne n'aurait payé pour ça.
Aujourd'hui, maintenant, ces technos deviennent accessibles en coût et c'est pour ça qu'on considère effectivement d'aller plus loin. Donc, à la question toute digitalisée, moi, j'en connais pas personnellement. Toi, tu as cité ce qu'on faisait. Par contre, effectivement, réfléchir très fortement à ce qui devient accessible et avec un retour sur investissement, oui, je pense que d'ici 2-3 ans, on aura quelque chose de très digitalisé. Ouais. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Alors, j'arrive. Bonjour, Jean-Jacques Perez, CS Group. Je rencontre pas mal d'industriels depuis 2 ans maintenant. Et la grande difficulté que je vois chez la plupart des industriels, c'est qu'ils commencent par la fin. C'est-à-dire qu'ils veulent le résultat avant de s'être attaqués à leurs données. Comment vous avez réussi à convaincre vos patrons qu'il fallait commencer par le début ? Il faut une impulsion forte de la direction générale. D'abord, c'est une croyance très forte de notre patron Daniel Hager dans l'impulsion de ces technos. Et après, effectivement, c'est schizophrène. Le patron d'usine, on lui demande d'être innovant, puis en même temps, il est payé sur la réduction des risques. Il faut, je pense qu'on a gagné nos galons justement en ayant une fine connaissance de son métier, en parlant son vrai langage de procédé, mais de son usine à lui et pas de celle du voisin. En lui montrant qu'on savait être crédible sur des prototypes qui étaient quasiment des MVP au sens pré-industrialisable, parce qu'on avait pensé très en amont l'intégration dans SAP, que mon collègue qui fait les front-end pouvait en faire un qui était conforme à la directive de l'usine, et que mon collègue d'informatique industrielle avait une boîte prête à l'emploi, une espèce de appliance qui pouvait se mettre sur ces machines qui ont 25 ans. Voilà. Et donc la somme de ça a fait qu'il s'est dit oui, tiens, je veux bien regarder. Voilà. C'est beaucoup plus simple. Là, typiquement, on va construire une nouvelle usine l'an prochain. Là, on part d'une feuille blanche et là, fatalement, c'est plus simple. Ouais. Mais oui, je reconnais que c'est un domaine d'activité d'une entreprise industrielle qui est compliqué à convaincre. Pour compléter, donc effectivement aujourd'hui les comités de direction sont pour la plupart tous acquis à la cause de la transformation et du digital. Nous, nos projets, systématiquement, ils partent à partir de visites d'usine. Donc on va visiter l'usine, on va parler avec le directeur d'usine, on passe une journée avec lui et on trouve 1 ou 2 projets. Et quand je disais démarrer petit pour voir grand, et on construit à partir de ça. Et ce petit projet, ça veut dire qu'il faut qu'il ait un business case. Sinon, on ne le prend pas. Encore une fois, la techno sait tout faire, donc il faut qu'il y ait un avantage industriel à le prendre. Et construire dessus, c'est construire un premier data model. Mais ce data model, on le mettra dans une base qui pourra en héberger 1000. Et c'est cette construction petit à petit qui fait que ça prend du sens. Vous m'entendez ? Ah oui. J'ai une nouvelle question online. Avez-vous mis en place des binômes ingénieurs CI, donc Continuous Improvement, ingénieurs data, pour identifier les cas d'usage dans les unités de production et démocratiser l'usage des données ? C'est en cours. Effectivement, on n'a pas ce modèle d'ambassadeur côté métier. Hein, on en parlait effectivement de la terminologie. On n'a pas ça encore aujourd'hui. Il y a des gens qui sont référents, mais on n'a pas encore mis en place de binôme. La première étape, c'est celle que j'ai expliquée, c'est on met quelque part un point d'interlocuteur niveau directeur unique auprès des usines qui est chargé de comprendre le métier. Et après, lui, interface avec de multiples interlocuteurs là-dessus. On n'a pas encore travaillé sur un binôme là-dessus. Ce que je peux peut-être dire aussi à ce point-là, c'est ça fait partie des organisations on est en train de travailler là-dessus avec des process owners de bout en bout qui eux-mêmes ont des équipes avec lesquelles on peut interfacer justement, avoir des dialogues extrêmement précis. Ça, on est en train de passer cette étape-là. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Et juste pour compléter, nous, dans le milieu des consultants, on est très très souvent en binôme justement avec les industriels parce qu'on n'a pas vocation de connaître tout leur métier. Donc c'est vrai que ça arrive très fréquemment qu'on travaille entre experts de la donnée et industriels. Et pour compléter, ce qu'on voit arriver de plus en plus souvent, en fait, ce sont des centres d'excellence qui sont mis la plupart du temps en place au niveau de l'IT, parce qu'il faut avoir cette flexibilité, la connaissance du métier, mais en même temps, il faut gérer la standardisation de ce qui est en train de se passer et la pérennité. Donc on parle aussi de DevOps, etc., pour que ça reste pérenne, l'ensemble de ces développements. Mais en revanche, ces centres d'excellence commencent à avoir
on discutait avec Sylvain, des ambassadeurs par usine, donc des personnes désignées par le directeur d'usine comme étant ambassadeurs de la transformation digitale. Et donc c'est une personne qui va récupérer de ce centre d'excellence les nouvelles idées, les nouvelles applications par exemple, qui va former les gens dans l'usine à les utiliser et qui, dans le sens inverse, va remonter les besoins de l'usine vers ce centre d'excellence qui lui va l'aider à le développer pour son usine. Et puis ensuite, le centre d'excellence va le diffuser à l'ensemble des autres usines. Donc les binômes comme ça commencent effectivement à se mettre en place. Y a-t-il une autre question dans la salle? Alors, il y a une question online, donc je vais la poser. Sachant qu'il nous reste 4 minutes. Au niveau quantitatif, avez-vous fait des prévisions sur votre rentabilité future grâce à cette digitalisation? Oui, bien sûr. Bien évidemment, on fait des ROI. Je vous dirais qu'on calcule des ROI à 3 ans. On n'a pas encore été à le calculer au-delà de ça. Voilà, je dirais. Donc la réponse est non, on n'a pas quantifié. Je suis sûr qu'il y a des collègues qui s'y sont essayés. Maintenant, sur quelles hypothèses ils se sont basés? Est-ce que le chiffre est vraiment intéressant? Je ne peux pas vous dire. Voilà. Donc nous, on a fait des ROI à 3 ans sur nos use cases qu'on vient de décrire. Et ils sont très parlants. Et moi, je reviens sur ce que je mentionnais en début de conférence, le rapport du World Economic Forum de janvier. Je vous encourage vraiment à le lire parce qu'il est extrêmement précis sur les gains attendus en fonction des sujets. Et donc, on parle de 15, 20, 30, 40%. Et ça va se décliner sur des gains dans la supply avec un scénario précis, sur des gains dans la production avec un scénario précis, sur du waste management, sur de l'energy management, sur ce genre de choses. Et donc, il est vraiment très précis. Il est fort de 3 ans de suivi de ces 60 industriels. Et donc, il donne des fourchettes de gains par sujet traité sur l'industrie 4.0. Et donc, il est très éclairant pour arriver à se donner les ordres de grandeur de ROI qu'on peut chercher sur les sujets. C'est bon? Ben écoutez, merci beaucoup. Très bonne continuation de salon. Et puis, à une prochaine.